Au cœur du massif du Jura, un vaste espace inhabité occupe la frontière entre Suisse et France. Ici, entre 1200 et 1600 mètres d'altitude, la forêt, la neige et le froid ont toujours régné en maître. Pourtant, au fil des siècles, les hommes sont parvenus à apprivoiser une partie de ces lieux sauvages pour y faire paître leur bétail. Aujourd'hui encore, des éleveurs français et suisses se partagent cet univers hors du temps, à l'écart de l'agitation du monde. Pardon, vous avez le cendrier. Elle va bien la neige, elle va bien la neige, elle va bien la neige. Attends, Michel. Norbert Bournet est le berger de l'alpage de la Petite Échelle. En hiver, son chalet reste ouvert aux randonneurs de passage. C'est un endroit où les gens aiment bien venir en hiver, quoi, pour un peu les paysages, des grands espaces ouverts, des prébois. C'est vrai que le prébois, c'est quand même assez unique dans le Jura, où disons, on peut faire une alternance de grands paysages et puis après de forêts. Le prébois, c'est donc les agriculteurs qui ont défriché les forêts. Hein. Et donc, ils ont vu tout de suite qu'en enlevant une partie de la forêt, on pouvait donc, avec des animaux, faire de la fabrication fromagère. Et donc, là, une plus-value économique intéressante, quoi. Mais en même temps, ils ont aussi, disons, conservé quand même des milieux, parce qu'il fallait que les bêtes aient des abris aussi, il fallait du bois pour le chauffage. Donc, ils ont gardé une biodiversité assez intéressante qui fait aujourd'hui ce milieu un peu unique qui est le prébois, quoi. Les premiers témoignages de l'utilisation des sommets jurassiens pour faire paître le bétail remontent au milieu du XVIe siècle. Très tôt, les éleveurs français des vallées avoisinantes ont fabriqué du fromage à l'alpage. D'abord avec le lait de leurs vaches, puis avec celui de bêtes qu'ils louaient à des agriculteurs suisses afin d'augmenter leur production. Mais peu à peu, ceux-ci ont monté leur propre bétail à la montagne, en territoire français. Par la suite, un acte officiel entre les deux pays, le traité du package franco-suisse, a entériné cette ancienne tradition. Aujourd'hui, vaches et génisses des deux pays prennent toujours le chemin de cette transhumance originale. Les bêtes, c'est bientôt, mais bon, pas tout de suite, quoi. Là, c'est l'hiver, on est dans l'hiver. On pense un petit peu à faire du ski, à cueillir, mais bon, voilà. L'alpage, ça sera après, quoi. Ça dépend un peu de la... S'il y a eu un gros hiver comme cet hiver, là, c'est vrai que ça va être un peu plus retardé, je pense. Mais autour du 20 mai, à peu près, on commence déjà à faire un peu nos clôtures. Et puis voilà, l'alpage va partir assez vite après. Cette année, malgré son abondance, la neige a abandonné les lieux sans résistance, sous la chaleur insistante d'un printemps précoce et très sec. Le signal a été vite compris. Comme partout en montagne, la belle saison est ici de courte durée et pousse l'herbe et les premières fleurs à envahir rapidement le paysage. L'armée disciplinée des crocus est la première à se mettre sur les rangs, suivie de quelques primes verts et des gentianes printanières.
Avec la neige, c'est vrai que ça détruit pas mal les fils, les crampillons, donc c'est vraiment un travail. On peut dire à peu près 2 km de clôture, hein. Il faut, je dirais, une semaine, 10 jours à peu près de travail continu pour remettre en état ce que la neige a défait, quoi. Accélération du temps oblige, la plupart des éleveurs français et suisses montent maintenant leurs bêtes en camion ou en bétaillère. C'est le cas pour le troupeau de Norbert. Premier contact entre le berger et ses nouvelles pensionnaires. Leur cohabitation durera plus de 4 mois, à condition que l'automne et les premiers froids n'arrivent pas trop tôt. Ouais, ça vaut rien tout ça. Bah non, ça vaut rien. Si Jessica elle me disait, bon, tu gardes là. La dernière fois que j'ai tu m'as surveillé un petit peu quoi. 7 mois. Ok. Voilà, hein. Ça, c'est des bêtes qui sont importantes. Ouais, qui sont importantes. Donc si des fois le revient en chaleur, tu t'appelles un coup quoi. Hein. Voilà. Pour les bêtes, après les mois d'hiver passés à l'étable, l'arrivée à l'alpage est l'instant du premier contact avec des saveurs et des odeurs nouvelles, des hiérarchies différentes. Pourtant, une partie de ces génisses ont déjà fait le voyage l'année passée. Celles-là mettront bas à l'automne et deviendront alors vaches laitières. Ça va impeccable, oui. T'es déjà sûr qu'il y en a déjà 3 mois, il ne va pas faire de mamie. Ouais, d'accord. Une cargaison piquée, mais pas les autres. Allez, la santé du berger. Je sauver à l'automne. Hein. Santé, santé. Puis les associations s'en occupent bien aussi. Un alpage, c'est l'histoire de 3 partenaires. Donc, le propriétaire du chalet d'alpage, de la pâture, le syndicat pastoral donc, de la commune, et en fait, les bergers, qu'on est très content d'avoir. Donc en fait, on décide de monter tel jour toutes les genisses de la même commune tel jour. Le berger est au courant, on prépare le berger quelques jours à l'avance pour lui dire, ben voilà, on monte toutes les genisses là. Toutes les genisses sont montées donc en bétaillère pour une facilité. Donc dès que les genisses sont arrivées en alpage, c'est la responsabilité entière des bergers, jusqu'au jour de la descente. Du côté suisse, les montées se font également en camion pour la plupart des syndicats d'éleveurs. Celle-ci concerne l'alpage de la Vermaude, voisin de la Petite Échelle et adossé directement à la frontière. Le chalet est inaccessible par la route. Les bêtes doivent donc quitter les bétaillères et marcher une demi-heure avant d'arriver à destination.
Les génisses montées l'an passé ont parfaitement mémorisé le chemin du chalet et sont rapidement parties en tête du troupeau. Elles laissent derrière elles les plus jeunes et quelques veaux qui font également partie du voyage. Si l'ancienne tradition de la montée à pied est pratiquement tombée en désuétude du côté français, en Suisse, par contre, quelques éleveurs perpétuent cette pratique. Ainsi, tous les ans, la montée à l'alpage du troupeau de Philippe Collet réunit les différents propriétaires des bêtes, leurs familles et quelques amis venus leur prêter la main pour l'occasion. Parti la veille, le troupeau est arrivé après 20 km de marche au mur frontière où il a passé la nuit. Au petit matin, tout le monde attend l'heure légale du passage de la douane. L'association du package franco-suisse consiste à gérer les montées à l'alpage, aussi bien au niveau douanier que vétérinaire. Monsieur Daniel Michon, président de l'association du package franco-suisse. Les bêtes montent sur France parce que les amoyataires ont de la peine à trouver des alpages sur le canton de Vaud, sur Suisse, surtout dans le Jura. Il y aurait maintenant peut-être quelques alpages de libre dans les Alpes valaisannes, mais c'est pour aussi une question de proximité, puisque le traité du package dit que l'on peut monter de 15 km de part à l'oiseau, de part et d'autre de la frontière. Dans le cadre de l'association du package franco-suisse, mais Valorbe, il y a environ 4000 bêtes qui montent encore à ce jour sur France. Il faut pas oublier qu'il y a 45 alpages qui sont montés. Sur ces 45 alpages, un seul fromage, c'est le Mont de l'Herba. Monsieur François Velban, si vous connaissez, il fait un excellent fromage à raclette au Mont de l'Herba. La cadence soutenue des pas des génisses est à la mesure de leur impatience à retrouver la montagne. À tel point que les conducteurs du troupeau sont très souvent obligés de les ralentir, afin que la colonne ne s'emballe pas. La route est pourtant longue, puisque l'alpage des Mauves, la destination finale, est encore à plus de 8 km. Satisfaction de l'arrivée, pour les hommes et pour les bêtes. Celles-ci auront droit à quelques heures pour se restaurer et se reposer de la fatigue de la marche avant d'être débarrassées de leurs grosses cloches. Elles seront remplacées par de simples clochettes qui ne les quitteront plus durant tout l'alpage. En moins de 15 jours, au fil des montées qui se succèdent, la montagne se remplit de plusieurs milliers de bêtes, rapidement absorbées dans l'immensité du paysage. Du côté français, la race reine est sans conteste la Montbéliarde, destinée à la production du lait qui donnera ensuite le comté. Les alpages suisses, eux, sont très reconnaissables, même pour le premier venu. Pas ou peu de Montbéliarde, mais un joyeux mélange très cosmopolite de différentes races de génisses aux couleurs variées.
Dans le désordre, ces demoiselles ont pour nom Val d'Erins, Simmental, Holstein rouge ou noir, Limousine, doublé de quelques croisements originaux qu'aucune réglementation n'a encore réussi à limiter. L'alternance délicate des pâtures et de la forêt du Prébois est restée relativement stable au fil du temps. Les combes et les versants actuellement utilisés sont identiques à ceux défrichés des siècles auparavant. Ils sont toujours parcourus par le bétail qui, à sa façon, en entretient la pérennité en broutant. Une exploitation forestière raisonnée apporte de son côté une large contribution au maintien de ces paysages originaux. Au sol, des réseaux de murets séparent les alpages et leurs différents parcs. Ils sont constitués de multitudes de pierres, prises autrefois dans des carrières rudimentaires ou inlassablement arrachées au pâturage pour en améliorer la qualité. Accessoirement, ils peuvent devenir le repère de quelques hôtes plus ou moins fréquentables selon les goûts. Celle-ci est une vipère péliade, une habituée de certains milieux inhospitaliers du massif jurassien. Mais que l'on soit rassuré, elle est plutôt rare à l'alpage et bien des bergers et des génisses n'en ont jamais vu le bout de la queue. Du côté de la flore, le monde du Prébois est d'une très grande richesse. Tout au long de la saison d'alpage, les génisses sont à se mettre sous la dent ou à contempler, à les savoir, une grande diversité de plantes et de fleurs aux saveurs et aux formes différentes. Parmi ce cortège se glissent quelques raretés, singulièrement dans le groupe des orchidées, dont certaines espèces sont emblématiques de cet endroit. Même la famille gentiane a ici son espèce originale et peu répandue, la gentiane croisette. Elle est l'hôte unique de la chenille d'un papillon plutôt rare. Étrangement, cette chenille se fera ensuite nourrir par des fourmis. Manuel Fleureau est le berger de l'alpage de la Vermaude. Je travaille avec un syndicat de paysans suisses d'un village qui s'appelle Moiry. Donc c'est un village qui est proche de La Sarraz, Cossonay. Les bêtes, elles franchissent la douane en camion. Donc les bêtes sont lâchées des camions en bas de la grande échelle. Après, on monte ensemble à pied. Mon travail consiste en premier lieu, disons, à la surveillance générale du troupeau et à l'état sanitaire du troupeau aussi. Donc voilà, donc j'ai mes veaux, je les rentre tous les jours, tous les matins, dans le but de leur donner du granulé. Et aussi le fait de les rentrer, de les attacher, ça les docilise énormément. Donc voilà, après les génisses, je vais les contrôler tous les jours, voir si tout va bien, s'il n'y a pas de problème de mamite ou de boiterie, des choses comme ça. Au-delà de ça, au-delà de la surveillance du troupeau et de l'état sanitaire général des bêtes, il y a tout ce qui est un petit peu attrait au pâturage. Là, on est quand même dans une problématique de prébois où, disons qu'on a quand même, la forêt a quand même tendance à se refermer un petit peu par rapport au pâturage. Donc, moi, j'essaye d'éliminer des espèces végétales un peu colonisatrices, genre le chardon, la verâtre.
Donc la vératre en plus c'est une plante toxique pour le bétail et c'est une plante qui colonise très vite. Donc j'essaye quand même de contenir ces espèces-là au mieux. Après, il faut aussi faire quelques buissons pour un peu ouvrir un peu plus de pâturage pour les bêtes, quoi. Retour à la petite échelle, où les génisses de Norbert sont maintenant chez elles dans leur nouveau pâturage. Alors là, je surveille les génisses. Hein. Donc le but, c'est de regarder si elles sont en bon état sanitaire et donc de bien détecter s'il y en a qui sont malades ou pas. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs disons, c'est surtout de l'observation. Il faut bien regarder que les génisses soient en bon état, disons, général. Et puis après, bon, il y a des zones un peu plus sensibles, comme les yeux, les mamelles, disons, voilà, la digestion, un petit peu tout ça. Voilà, on regarde bien en détail chaque bête pour être sûr que, voilà, elle est en bon état de santé, quoi. On passe des longs moments à observer les génisses là pour voir d'une journée à l'autre, d'une heure à l'autre, des fois, voir si elles ont le même comportement, si dans le troupeau elles sont bien, parce qu'il faut qu'elles soient à la fois bien dans le troupeau, et puis à la fois bien, disons, elles-mêmes, quoi. Donc le troupeau a un rôle important là-dedans. L'autre aspect fondamental du travail de berger est d'assurer en permanence la ressource en eau pour le troupeau. Chaque bête boit en effet jusqu'à 50 litres d'eau par jour lorsqu'il fait chaud, et les quantités en jeu sont importantes. Mais il existe ici un curieux paradoxe. Entre les averses et les puissants orages d'été, il pleut en moyenne beaucoup sur les sommets jurassiens. Pourtant, l'eau y est un élément très rare. L'explication de cette singularité tient à la géologie du Jura. Sur les sommets, le calcaire fissuré est partout et l'eau s'infiltre immédiatement après être tombée. Aucune source, aucun ruisseau n'est disponible pour alimenter les abreuvoirs. Dès le début de la présence de l'homme sur la montagne, les éleveurs ont dû trouver une stratégie pour pallier à cet inconvénient majeur. La solution au problème de l'eau est en fait extrêmement simple. On la rencontre d'ailleurs sans le savoir sous forme de curieuses constructions disséminées un peu partout dans les alpages. Ceci n'est rien d'autre qu'un capteur à eau, identique dans son principe à un capteur solaire. Une surface intercepte la pluie et la canalise. À chaque averse, l'eau rejoint ainsi une citerne, creusée à même la roche, sous le dispositif de captage.
Beaucoup d'entre elles sont très anciennes et peuvent contenir plusieurs dizaines de mètres cubes de liquide. Les citernes sont placées en position surélevée et alimentent les abreuvoirs par un simple système de siphon amorcé par les bergers. L'univers pastoral n'est plus comme autrefois un monde un peu fermé et immobile. Régulièrement, dans le cadre de l'association des bergers franco-suisses, ceux-ci se retrouvent pour des rencontres de formation. L'alpage de la petite échelle a 60 hectares en tout. Il y a 35 hectares de terre, je dirais, utile. Après, il y a une vingtaine d'hectares de pré-bois. Et puis le reste, c'est du bois quand même. Après, donc, il y a des types de sols très différents, comme ici, on a des pelouses sèches. Le but de ces rendez-vous est de partager les expériences et les savoir-faire de chacun dans différents domaines. Aujourd'hui, le thème de la journée est consacré au pâturage et à leurs différentes problématiques, avec pour exemple ceux de l'alpage de Norbert. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a beaucoup de colchiques ou comme ça, donc il faut un petit peu changer le troupeau pour qu'elle change un petit peu au niveau sanitaire. Hein. Moi, je gère un peu ça comme ça. Il y a toujours des graminées plutôt à feuilles fines, des toutes petites feuilles en fait, hein. À part le dactyle qui est plutôt à feuilles larges. Au-delà de ces échanges internes à la profession, des aides institutionnelles permettent également de faire venir des intervenants extérieurs, spécialistes de disciplines variées. Ces apports de connaissances vont dans le sens d'une véritable professionnalisation de l'activité pastorale. De fixer l'azote atmosphérique et de la restituer au sol. Jean-Yves Van Stellan, chargé de mission pastoralisme au parc naturel régional du Haut-Jura. Un boudin pour voir le taux d'argile en fait. Si vous arrivez à faire un boudin qui se tient, c'est que c'est un sol très argileux. Voilà. Très très peu d'argile. Hein. Et plutôt du sable fin quoi. Limon, sable fin. Ouais, voilà quoi, des sols de 10-15 cm maximum quoi. Donc, il faut laisser en l'état quoi, mettre de la fertilisation là-dessus, ça sert à rien quoi, ça va pas réagir comme disent les agriculteurs quoi. Dès les premières chaleurs de l'été, génératrices des orages, Manu rentre ses génisses à l'étable durant une partie de la journée. Pour elle, c'est un temps de repos, à l'abri des mouches et des taons, avant de regagner les pâturages à la fin de la journée. L'attachage et le détachage des génisses et des veaux font partie des rituels importants de la journée de travail de la plupart des bergers. Norbert, de son côté, n'est pas astreint à l'obligation de rentrer ses bêtes chaque jour. C'est une option prise par les propriétaires de ces génisses. Seule la nécessité d'un soin l'oblige parfois à utiliser l'écurie du chalet. Alors c'est celle-là. Je crois qu'elle a un début de mamite, alors il faut quand même qu'on regarde. Vu que c'est des bêtes qui vont donc être des futures laitières, il faut vraiment regarder les mamelles parce que c'est ce qui est vraiment important quand même. Hein. Donc là il y a quelque chose, je ne sais pas si elle a été piquée par une mouche ou une guêpe, mais elle a enflé, donc il faut vraiment qu'on vérifie que ça ne soit pas infectieux, quoi. Donc voilà, on va regarder un petit peu. Donc il faut un petit peu la rendre un peu docile parce que là elle est un peu énervée. Donc là c'est pas trop dur, donc ça va encore. C'est un petit peu... on va faire à peine couler du crayon, voir s'il y a quelque chose qui sort un petit peu. Donc ça c'est peut-être une bête qui s'est fait téter. Ou disons voilà un début de... disons peut-être de mamite. Hein. Donc ça, il faut vraiment la soigner, celle-là. Parce que là, c'est une belle bête pour le lait, donc ça serait dommage que la mamelle soit, disons, abîmée juste pour une petite infection, quoi. Le rythme de vie d'un alpage à génisse est très différent de celui des anciens alpages à vaches laitières, qui étaient la règle autrefois partout dans la montagne.
L'alpage du Mont de l'Herba est le dernier témoin côté français de cette histoire ancestrale. Ici, du premier au dernier jour de l'alpage, le rituel de la traite et de la fabrication du fromage encadre avec une rigueur d'horloger le déroulement de chaque journée. François Wedman est fromager au Mont de l'Herba. Les gestes sont ceux de toujours. Chacun d'eux est empreint de l'expérience des années, celle du fromager lui-même et celle transmise par tous ses prédécesseurs. Ils sont la condition nécessaire à la perfection du résultat final, la réussite du fromage de la journée. C'est un choix que j'ai fait là, il y a 20 ans. J'ai décidé de faire autre chose. Je suis parti fromager à la montagne avec mes vaches. Puis, fil en aiguille, j'ai changé d'alpage plusieurs fois. Puis, j'ai eu l'opportunité de louer ces 2 alpages, là, le Grange Dernier et Mont de l'Herba, en 97. Et puis quand j'ai vu le chalet du Mont de l'Herba, comme c'était équipé, je me suis dit, ça me convient très bien. C'est un beau chalet, hein, tout est nickel pour la fabrication du fromage. Hein. C'est un chalet qui était prévu pour. Alors je me suis embrayé, j'ai dit départ. J'ai tout remis en route. Sur le Jura vaudois, on est 24 à fabriquer dans les alpages. Je suis le seul qui fabrique sur France. Il y en a, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font du raclette. Il y en a peut-être un qui fait du raclette. Les autres font du gruyère. Un fait des tomes. Au fil des semaines passées depuis la montée des troupeaux, l'alpage et ses acteurs ont pris la mesure du rythme de la montagne. Ici, la succession des heures et des jours n'a pas le même sens que dans les vallées. Seuls de lents et subtils changements de couleur, d'odeur et de son marquent imperceptiblement l'écoulement du temps. Pour les bergers, le travail continue dans sa vigilante routine. Attention permanente aux bêtes, à l'approvisionnement en eau et surtout à l'état de l'herbe qui les oblige à déplacer régulièrement les troupeaux d'un parc à l'autre. Grâce aux liens étroits que le berger a su créer au fil des semaines avec ses animaux, ceux-ci comprennent très vite ses intentions. Inutile donc d'aller les chercher très loin du chalet, à l'extrémité des parcs où ils pâturent parfois.
Ce chalet d'alpage de la petite échelle a une originalité. Il a appartenu à une religieuse, donc une sœur, qui a donc vendu ce bien à l'hôpital communal de Pontarlier en 1744. Et après, donc, il y a eu une succession donc, de religieuses qui ont géré ce bâtiment. Et ça a donné un petit peu cette construction assez originale et disons, où il y a eu des fonctions à la fois agricoles, à la fois d'accueil, qui ont permis un petit peu de gérer un alpage d'une façon assez particulière. Voilà. Les sœurs ont reconstruit cette partie donc haute là, et les sœurs pouvaient venir se reposer un mois donc dans l'année pour sortir de l'hôpital. Et elles avaient donc une chambre ici pendant l'été où elles pouvaient venir passer un petit peu de temps. Donc ce chalet d'alpage a une histoire de restauration assez lointaine. Hein. C'est vrai que déjà, il y a plus d'1 siècle qu'on faisait de la restauration. C'est un lieu de passage, un lieu d'accueil, tout en menant conjointement une activité agricole d'alpage. J'étais déjà partie l'année dernière, tu vois. Il y en a qui m'ont à peine dit bonjour. T'es encore vivant? Salut Marcus. Salut. Je viens quand même. T'as bien fait. Aujourd'hui, la petite échelle est toujours un lieu de passage apprécié, mais également un point de ralliement pour un certain nombre de bergers. On y vient des alpages avoisinants, mais aussi de beaucoup plus loin, de l'autre côté de la frontière. Le problème d'être seul à l'alpage, c'est pas un souci. On aime bien aussi la solitude. Mais bon, c'est vrai que si un soir on avait envie de par 16 balles, toi, ça fait 1500 balles, quoi. Donc c'est comme si j'avais 12 000, quoi. Fromage. Salut Émile. Alors, madame. Vous avez Alors passé un bon été? Ça va, ça va. Et on est aussi bronzés les uns que les autres. Hein. Moi, on n'était pas en Corse, à nous. C'est chaud. Ils t'ont livré de l'eau, plein, pour faire du canoë. Ah, d'accord. Je suis déjà arrivée là. Qui vient pas. On a fait une bouffe hier. Denain, ouais. C'est où la fête? Auprès de Denain. Mais bien sûr. Comme ça. Le 16. Mais bien sûr. J'ai des panneaux solaires. J'allais c'était parti. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai mis des claques. Alors, uniquement j'utilise environ 700 bougies. Ouais, parce que le gars, c'est chiant, si tu veux. C'est le manchon, là, ce truc que tu visses, là. Si toi, tu sais, bon, t'es gentil avec le machin, mais si t'as un copain qui passe, ils sont gentils, les copains qui passent. Ils veulent toujours faire des choses, des fois, que c'est mieux qu'ils ne le fassent pas, quoi, toi. Avec l'allumette, eh ben, ils percent le machin. J'ai posé 3 kilos dans la cuisine. Je pense pas qu'on a mangé 3 kilos de boulanger berger. 6h30, tout le monde debout. Saute dans les bottes, on met les bouts. Même pas le temps de boire un petit café. Sinon les veaux, ils vont se barrer. Alors il faudra rapercher, seulement jusqu'au fin fond du pré. Vache, 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 vache. Ça y est, les veaux sont attachés. On a mis le foin les granulés. On va peut-être pouvoir déjeuner. Claudine, du thé, moi du café.
Brume de lever du jour au fond des combes. Elles apparaissent un matin de septembre sans crier gare. Sublime signal des premières nuits étoilées, devenues tout à coup très fraîches. Avant de disparaître sous la chaleur montante du soleil, elles accompagnent les fructifications parfois exceptionnelles des sorbiers, le lent jaunissement de l'herbe qui s'épuise peu à peu et l'apparition des fleurs de carline qui s'étalent. De rester à la montagne, il y a un hiver, parce qu'évidemment, ce sera pas la même chose. Mais le déchirement, bon d'abord on n'a plus le troupeau d'un seul coup, donc c'est difficile quand on est attaché à son troupeau. Ouais, ça fait un vide quoi. Ça fait un vide, hein, les cloches, hein, surtout quand ça puis le toucher, les caresses, je sais pas, le poil et tout ça, enfin tout le contact. Dans une maison, on manque d'espace, quoi. Moi, ce qui me manque, c'est d'être dehors chez moi, tout mon pâturage, je suis chez moi, et d'un seul coup, je dois m'enfermer dans une petite boîte, quoi. Et je vais essayer de rester. Bon, ça sera pas la même saison, il y aura plus de troupeaux, il y aura la neige et tout ça, et pourquoi pas, quoi. Moi, c'est le déplacement qui me coûte beaucoup, hein. C'est vraiment de quitter ce lieu où je suis bien, quoi. Non, ben moi, voilà, c'est la fin de l'alpage. Bon, voilà, je suis triste un petit coup, et puis après, ben, voilà, c'est le début d'autre chose aussi. Je fais d'autres choses l'hiver, donc ça me va aussi, quoi. Ouais, moi j'aime bien l'automne, c'est vrai que t'as fait ton travail, Bah ouais. C'est la fin de saison, c'est vrai que c'est les récoltes, la fin des récoltes et tout ça, il y a plein de choses à ramasser, les champignons, Moi j'aime bien cette transition été-automne. Et après l'hiver, voilà, c'est la neige, mais après tu redescends dans la vie familiale, tu fais autre chose. Claude, tu descends quand? Moi j'ai mes veaux qui partent lundi. Et puis l'autre éleveur qui met toutes ses génisses chez moi, il n'est pas pressé. Tant qu'il y a de l'eau et de l'herbe, il reste. Et j'en suis fortaise. Il me reste un mini troupeau. Mais ouais, avec ce beau temps, c'est agréable. Et toi, Norbert? Ben, moi je crois que cette année, d'habitude ils sont pressés de descendre, mais cette année, je sais pas, j'ai pas de nouvelles, je sais même pas quand ils vont descendre. Alors j'attends. Aux champignons, je bricole un peu par ici, il y a encore un peu de monde dans l'auberge, non, ça me dérange pas. Ouais, parce que là, tu peux avoir un petit coup d'œil sur les bêtes. L'abondance du printemps est désormais bien loin. L'été et la dent des génisses sont passés sur l'herbe des alpages, qui cette fois ne repousse plus guère. Il s'agit maintenant pour les bergers et leurs bêtes d'exploiter le mieux possible, jusqu'à la fin, les ressources de chaque parc. À partir de ce moment, tout peut basculer très vite. Les brumes matinales ne se dissipent plus aussi facilement avec l'arrivée du soleil. Elles annoncent le givre et les gelées blanches, première prémisse de l'arrivée à présent possible des tout premiers flocons de neige. Moins 5 degrés et herbe rase au chalet de la Vermaude le jour de la descente. Les bêtes ont déjà compris l'événement et il ne leur faudra pas très longtemps pour rejoindre la route en contrebas et les bétaillères qui les attendent.
En quelques jours, les alpages se videront ainsi les uns après les autres de leurs troupeaux et des hommes qui les ont accompagnés durant les 4 mois de la saison. Trois jours plus tard, à l'alpage des Mauves, on prend un peu plus de temps. L'heure est aux préparatifs, car la descente des génisses conserve comme à la montée toutes les habitudes du cérémonial traditionnel. Ici comme ailleurs, en 4 mois passés à brouter sans retenue l'herbe abondante offerte par la montagne, chaque génisse ou chaque veau a largement pris du poids et grandi, au grand bonheur de leur propriétaire. Il faudra une grande matinée, tonte des queues comprises, pour parvenir à équiper l'ensemble du troupeau et faire enfin les premiers pas vers la vallée. Le cortège du retour empruntera le même itinéraire qu'à l'aller. Une fois de plus, il sera accompagné du même tintamarre infernal qui, 2 heures plus tard, annoncera longtemps à l'avance l'arrivée du troupeau au passage de la frontière, puis dans les villages qu'il traversera avant d'arriver à destination. Dans quelques jours, les hommes reviendront une dernière fois dans les alpages pour fermer les chalets et les préparer à résister aux assauts de l'hiver. Car il ne se passera parfois qu'un petit mois après la descente des bêtes, avant que le froid et la neige ne reprennent à nouveau possession des lieux.